pour ce premier LCD en ligne, forcément, on a choisi une thématique qui est dans l'air du temps. Je vais vous faire une petite introduction. Donc, le CADTM, c'est le comité pour l'abolition, c'était à la base le comité pour l'abolition des dettes du tiers-monde. Et donc, le CADTM est un réseau international qui, depuis 30 ans, revendique l'annulation et l'abolition des dettes qui sont considérées en grande partie illégitimes, pour le dire en une phrase, car elles n'ont pas servi l'intérêt des populations. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. S'il y a des questions après, on pourra y répondre. Et donc, on les qualifie d'illégitimes pour plein de raisons, mais dans celles qu'on évoque le plus souvent, donc c'est comme je l'ai dit, qu'elles n'ont pas servi l'intérêt des populations, car c'est un outil de contrôle politique et économique, de transfert de richesses, non seulement du sud vers le nord, mais aussi des populations vers les classes dirigeantes, donc des pauvres vers les riches. Et c'est un outil qui facilite pour les États le manquement à leurs obligations sociales et à l'assouvissement des besoins fondamentaux des populations. Donc au CADTM, on a la dette comme prisme d'analyse pour beaucoup de questions, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques, parce que c'est vraiment un outil central au fonctionnement du capitalisme qui est donc utile pour comprendre les rapports sociaux au sein du système capitaliste. Voilà, et donc c'est un prisme utile pour analyser ce dernier, et on l'utilise pour analyser, donc on ne parle pas que de dette publique, mais aussi de dette écologique, de dette du CARE. Donc voilà, c'est un prisme d'analyse qui nous permet d'analyser beaucoup de rapports sociaux. Et donc, voilà, donc les LCD, c'est une des activités du CADTM, parce qu'on écrit des livres, on fait de la recherche, mais on fait aussi de l'éducation permanente. Et donc, c'est tous les deuxièmes lundis du mois, normalement à l'Aquilone, qui est à Liège, en Outremeuse. Mais voilà, donc là, on a souhaité continuer parce qu'on avait dû s'arrêter pendant 2 mois. Et donc, nous voilà pour ce LCD en ligne. Et donc, pour en revenir à ma thématique, donc voilà, donc je vous l'ai dit, le CADTM, c'était le comité pour l'abolition des dettes du tiers-monde. Il y a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. Le CADTM a changé de nom pour devenir le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Donc pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça ne concernait plus que les pays dits du tiers-monde, qui est une appellation qu'on n'utilisait plus trop. Parce que depuis la crise de 2008, on a vu les mêmes logiques, les mêmes mécanismes s'appliquer dans les pays du Nord. Et parce qu'on ne parle pas que de dette publique. En fait, les mêmes logiques et mécanismes s'appliquent avec beaucoup de formes d'endettement privé. Et donc, par exemple, les dettes étudiantes, les dettes paysannes et les dettes hypothécaires et le microcrédit sont des dettes privées qu'on analyse au CADTM. Et voilà. Et donc, on voit que c'est les mêmes logiques qui s'appliquent. Et donc, voilà, on a choisi d'élargir notre spectre d'analyse et notre champ d'action. Et donc voilà le moment un peu historique qu'on vit en ce moment de crise sanitaire, qui met en fait en lumière une crise systémique beaucoup plus large, remet à plat cette question des dettes par rapport à toutes les ressources qui vont devoir être mobilisées pour faire face à la pandémie. Donc on entend déjà tout un discours de sauvetage des banques, de dette publique qui va augmenter à cause des plans d'urgence de diverses institutions financières. Et donc cette question de la dette et de l'austérité, elle est de nouveau remise à plat. Voilà, on observe les mêmes questions, les mêmes causes finalement à la crise et les mêmes solutions apportées, alors que beaucoup de critiques s'imposent sur la façon dont on a fait face aux crises précédentes. Et plus largement, en fait, cette pandémie et la gestion de cette crise sanitaire, elle met à plat et elle remet en lumière des rapports sociaux inégalitaires dans la société au sens plus large. Et donc, on se rend bien compte qui sont les personnes qui sont en première ligne pour faire face à la pandémie, quelles personnes souffrent le plus. Donc, on pense par exemple aux femmes précarisées qui ont été en première ligne en tant que caissières, en tant qu'infirmières, par exemple. On se rend compte d'un racisme, notamment un racisme d'État, qui est de plus en plus visible avec les violences qu'on a pu constater ces dernières semaines. Voilà, et on peut légitimement se poser la question de qui a accès à la santé, qui a accès au logement,
et pour quelles raisons certaines personnes y ont plus accès que d'autres. Et donc, voilà, dans ce LCD, on avait voulu faire le lien entre deux formes de dette, mais surtout de droits fondamentaux qui sont le logement et la santé, qu'on ne met pas souvent en lien. Donc, le logement, parce que c'est considéré comme une affaire privée, et la santé qui est plus considérée comme une affaire publique. Et donc, voilà, donc avec Eva et Gilles qui sont avec nous ce soir, on va mettre en lien ces deux thématiques. Donc, non seulement les problématiques auxquelles on fait face, mais surtout les solutions qu'on peut apporter et qu'on voit se dessiner au sein de mouvements sociaux dans lesquels vous participez. Donc, voilà, je vais vous laisser la parole à tous les deux pendant 40 minutes. Et je donne la parole à Gilles et Eva. Et merci tout le monde d'être venu. Merci Camille. Merci Camille. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, ok, super. Eh ben, merci à tous et toutes d'être là avec nous ce soir. Ça nous fait vachement plaisir. Surtout qu'on reconnaît pas mal de personnes qu'on aimerait voir en vrai. Mais voilà, c'est la vie. Donc, moi, je vais introduire un peu le sujet maintenant pour vous expliquer pourquoi on a mis en lien logement et santé. Et ensuite, je laisserai la parole donc à Gilles qui va nous faire les constats de où on en est aujourd'hui au niveau de la santé et pourquoi on en est là. Et moi, je reprendrai avec les constats liés au logement. Et puis, à la fin, on vous a préparé une série de revendications communes de la santé et du logement. Et pour nous, c'était vachement important de faire ce travail de mise en commun. Parce que on parle de ces deux thématiques comme si c'était deux mondes différents, comme si ça n'avait aucun lien, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, il faut penser ces deux choses et il faut penser aussi d'autres choses ensemble, voilà, et les revendiquer comme notre droit à la survie, tout simplement, notre droit à la vie, plutôt. Pas juste à la survie. Donc pourquoi, enfin moi je vais introduire en vous expliquant pourquoi on pense que le débat du lien entre ces deux thématiques est absent et pourquoi il faudrait le fusionner quelque part, enfin, ou pourquoi est-ce qu'il faudrait parler de ces choses-là en commun. D'abord parce que la santé, c'est une question qui est considérée en général comme un problème collectif. Donc, par exemple, on compte quand même sur les pouvoirs publics, sur les caisses de cotisation sociale, sur les hôpitaux publics, les maisons médicales, la recherche. Enfin, tout ça, c'est considéré comme dans la sphère du commun, tout ce qui est des questions de santé. Par contre, le logement, les lieux ont délaissé leur rôle comme institutions qui doivent permettre que ce droit à l'accès au logement soit possible, mais aussi parce que on nous vend en fait le logement. Le logement, c'est devenu une marchandise et par ce processus de marchandisation, on en a fait une question individuelle. Et du coup, on a l'impression qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour trouver un logement, c'est-à-dire pour louer ou acheter. Dans les deux cas, on doit se vendre à un propriétaire ou on doit se vendre à une banque, mais en tout cas, on doit se vendre en tant qu'individu pour subvenir à nos besoins de se protéger, d'avoir un toit. Et pourtant, donc moi j'étudie surtout la question du logement à Bruxelles parce qu'en Belgique, les questions du logement, elles sont régionalisées, donc c'est assez difficile d'avoir une vue d'ensemble sur la Belgique, sur les 3 régions, alors que pour la santé, c'est un peu le cas, mais pas tout à fait non plus. Et donc à Bruxelles, on a pu constater que en fait, 60% de la population bruxelloise qui loue aurait pu être éligible à l'accès à un logement social. Sur les listes d'attente, il y a 43 000 personnes qui attendent d'avoir un logement social, donc qui sont en manque de logement. Et on sait aussi qu'il y a 120 logements par an qui sont construits, logements sociaux, donc que c'est pas près de s'améliorer, quoi. Et donc on voit qu'il y a aussi une grande part de nos revenus qui vont vers le logement. Et pour toutes ces raisons-là,
on peut dire qu'on se trouve dans une crise perpétuelle de logement depuis 40 ans. Donc, on a une crise de la santé qui est assez claire, la crise qu'on vit aujourd'hui, de l'accès à la santé, de la capacité du système de santé à nous protéger et tout ça. Et puis, on a une crise du logement. Et donc, nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est ramener ces deux questions à une dimension collective. D'abord parce qu'elles sont liées. Un logement insalubre ou le manque de capacité à accéder à un logement, ben, ça veut dire aussi une impossibilité d'avoir une bonne santé, en fait. Donc, c'est deux questions qui touchent véritablement à nos corps et à notre possibilité de vivre. Ensuite, parce que le privé met de plus en plus la main dessus, de plus en plus la main sur l'investissement privé, je veux dire, sur la santé, le logement. Donc, on a des acteurs financiers qui rachètent des logements, une financiarisation de la santé par la sécurité sociale, les hôpitaux qui s'endettent, les multinationales qui rachètent des maisons de repos et tout ça et tout ça. Et on a aussi une financiarisation du logement. Et ça se passe en Belgique et ça se passe ailleurs aussi. Et ces tendances, elles se renforcent de plus en plus et on voit aussi des luttes qui se renforcent de plus en plus et qui s'internationalisent de manière conséquente ces dernières années. Et puis, la troisième raison, donc outre le fait de la survie et du fait que ça se privatise, il y a le désengagement des pouvoirs publics vis-à-vis du commun. Et donc, le fait que les pouvoirs publics délaissent en fait ces questions-là pour laisser la place au privé. Et donc, pour nous, c'était essentiel de ramener ces deux questions à une dimension collective, à une question collective. Et en période de pandémie, on voit que c'est encore plus important parce que, parce que d'abord pour éviter le virus, il faut rester chez soi. Si on l'attrape, il faut pouvoir avoir accès aux soins de santé. Donc, c'est vraiment tout con, mais c'est vraiment le moment de réfléchir à ces questions et c'est même déjà trop tard. Et puis, la deuxième raison pourquoi la pandémie est un moment important pour en discuter, c'est parce que d'abord, ces deux questions apparaissent comme essentielles, mais aussi parce qu'on nous a trompés sur le fait que l'une d'entre elles, le logement, pouvait être un problème individuel. En fait, on se rend compte que le fait que chacun de nous et chacune de nous peut se loger, c'est une question de société. Ce n'est pas une responsabilité d'une personne sans abri de se trouver un logement. C'est une responsabilité de la société dans son ensemble de pouvoir faire en sorte que chacun, chacune puisse avoir un logement pour que la société dans son ensemble puisse se protéger de pandémies et de tout autre drame lié à la santé, à l'environnement et à toute chose. Donc voilà, on voit que ça a besoin d'être collectif pour plusieurs raisons. Et le débat a besoin d'être mené aujourd'hui. Et puis, finalement, je vais conclure mon introduction en disant que, en fait, on est un peu énervé, enfin même très énervé, parce qu'on voit que les États européens se précipitent à soutenir tout le système bancaire et financier à coût de centaines de milliards. Et pourtant, en matière de logement, de santé, donc en matière de ce qui touche véritablement à nos vies, là, rien. Ou presque rien, des miettes, quoi, en fait. Et donc, là, on n'est pas d'accord. Nous, on voudrait vraiment discuter avec vous ce soir de la nécessité, en fait, d'un changement de paradigme pour que ces droits fondamentaux, mais aussi l'ensemble de nos droits fondamentaux, soient respectés et qu'on puisse tous vivre en société. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Gilles. Merci Eva. Du coup, pour compléter de manière très courte et faire le lien avec la suite, le constat de la situation présente, dire que au niveau de la santé, comme dans le logement, mais avec du retard, quoi. Enfin, je veux dire, on n'en est pas encore à une individualisation totale, mais il y a une pression aussi sur les questions de santé pour pousser vers de l'individualisation de l'enjeu. Et il faut bien le souligner, on va le détailler dans nos interventions.
Et Eva t'a dit à un moment, pour éviter le virus, il faut rester chez soi. Et du coup, bah, ça me permet de faire une belle introduction là-dessus, d'introduire correctement là-dessus, puisque c'est bien le problème justement, c'est que pour éviter le virus, aujourd'hui, il faut rester chez soi. En tout cas, il a fallu l'être pendant longtemps, parce alors sans dire que si jamais on avait un système de santé qui tenait la route, la pandémie, on aurait passé les doigts dans le nez, c'est pas ça non plus, et c'est pas pour remettre en question la pertinence mais c'est clair que les mesures qui ont été prises maintenant et la situation dans laquelle on est maintenant par rapport à la crise sanitaire, bah, elle ne sort pas de nulle part, quoi. C'est dû clairement à un sous-financement de la santé et à une situation qui dure depuis un bon moment et qui est entretenue volontairement par les pouvoirs publics. Donc, Eva disait, en faisant le lien avec le titre de cet événement-ci, qu'on devrait faire passer les droits fondamentaux avant les sauvetages bancaires. Ici en Belgique, sans rentrer dans le détail, mais on en arrive à l'État belge qui garantit jusqu'à 50 milliards de crédits aux banques, la BCE qui continue ses opérations de refinancement et de rachat de dettes pour des milliers de milliards d'euros. Et pour la santé, il y a eu un prêt d'1 milliard d'euros aux hôpitaux qui a été fait, donc un prêt, je dis bien, à des hôpitaux qui sont déjà dans une situation financière très alarmante et qui, en plus de ça, ont perdu entre 35 et 6 milliards d'euros de recettes pendant cette crise sanitaire. On a aussi utilisé les 400 millions. Donc, vous vous souvenez qu'en novembre, le gouvernement, suite à un vote du Parlement, avait promis de refinancer la santé de manière structurelle en mettant 400 millions d'euros annuels sur la table. Donc, pour un refinancement structurel. Ici, sur la première année, ces 400 millions d'euros-là, ils auront été utilisés pour faire face à la crise sanitaire. Donc, on ne change rien au niveau structurel à nouveau. Chiara, si tu veux bien mettre le premier graphique, l'évolution des dépenses de santé en Belgique. Donc, vous allez avoir un petit graphique qui s'affiche. Et donc, l'intérêt de ce graphique-là, voilà, c'est de montrer que, donc, on ne va pas rentrer dans les opérations de com du gouvernement et des partis au pouvoir ou pas au pouvoir, mais on nous dit à plusieurs occasions que la santé ne serait pas sous-financée, qu'il y a une augmentation des dépenses publiques en Belgique dans les soins de santé. Et ici, vous voyez effectivement l'augmentation des dépenses publiques dans la santé. Et donc là, c'est toutes les administrations publiques confondues et les financements de la sécurité sociale aussi. Et donc, ce que vous pouvez voir dans ce graphique, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation, encore heureux, mais que cette augmentation-là, elle a tendance à être de moins en moins forte depuis une dizaine d'années. Certaines années, il y a même une diminution en 2011 et en 2016, notamment du budget des soins de santé. Et globalement, donc, ça va vers un ralentissement général. Alors, est-ce qu'on pourrait dire simplement que avant de continuer, déjà, je ne suis pas un expert des soins de santé, donc il y aura d'autres personnes qui pourront répondre plus en détail que moi sur ces sujets-là et pouvaient suivre notamment la santé en lutte sur ces enjeux-là. Ici, on se centre sur les financements, les questions de financement en tant que telles. Et deux, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ici, et deux, je ne vais pas aller dans le détail ici puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, cette évolution de financement-là, elle reste positive, encore heureux, mais ce qu'on constate, c'est qu'elle ne suit pas du tout, loin de là, l'évolution des besoins en soins de santé. Alors, l'évolution de ces besoins qui augmente, elle s'exprime à divers endroits. Sans rentrer dans le détail, il y a de toute façon une augmentation de la charge salariale qui se fait dans tous les postes budgétaires généralement quelconques. Et donc, du coup, si jamais un budget public n'augmente pas, s'il stagne, ça veut dire qu'en réalité, les moyens mis en œuvre diminuent pour mettre en place le service public. Et deuxièmement, il y a les causes structurelles d'augmentation des besoins de santé qui créent une augmentation aussi. Ça se marque, on en parle énormément sur le vieillissement de la population, sur la pression démographique. Mais il ne faut pas réduire le problème à ça. L'augmentation des besoins en soins de santé, elle s'exprime aussi
par le fait qu'on vit dans une société qui est capitaliste, extractiviste, et que ça détruit la santé aussi, clairement, le capitalisme. Il y a, je veux dire que ça soit au niveau de la pollution, au niveau de l'alimentation, au niveau du stress au travail, des transports, etc. Il y a une pression qui est faite par le système capitaliste et qui se répercute sur les soins de santé. Ça, c'est une chose, donc l'augmentation des besoins en tant que tel. Et deuxièmement, c'est au niveau plus structurel, c'est l'obsolescence du matériel, notamment dans les hôpitaux, où les hôpitaux sont vieux et il faut les renouveler, enfin renouveler les équipements, etc. Et cette pression-là sur le renouvellement de l'équipement, elle se fait de plus en plus fortement aussi à cause ou grâce, je ne sais pas, ça dépend des points de vue, de la technologisation de la, si je peux dire comme ça, de la santé qui coûte énormément aussi. Et voilà, donc ça c'est pour l'augmentation en tant que telle des besoins. Si tu veux bien passer au graphique suivant qui est là sur l'évolution des dépenses publiques dans les hôpitaux et les produits et appareils médicaux. Je vais pas rentrer dans le détail ici. Simplement, ce graphique-là, voilà, pour montrer donc au niveau de l'augmentation du financement, si jamais on fait la moyenne des chiffres qui sont mis là, donc l'augmentation sur les 10 dernières années, on voit que le financement des hôpitaux a augmenté de à peu près 7,5%. Et les financements dans les produits appareils médicaux a diminué, lui, de près de 8%. Et dans le même temps, il y a une augmentation de près de 21% des séjours à l'hôpital. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau du décalage entre les besoins et les financements, on est un peu loin. Et globalement, un dernier chiffre et puis j'arrête, l'augmentation du budget de la santé généralement quelconque sur les 5 dernières années, il a été seulement de 0,67%. Donc, autant dire pas d'augmentation du tout. Voilà, alors ça c'est pour le financement général de la santé par rapport aux besoins. Alors on peut se poser la question de où est passé tout cet argent, qu'est-ce qu'on en a fait? Et alors Chiara, si tu veux bien mettre le graphique encore suivant. Voilà, yes, super, ouais, paiement de la dette. Donc au niveau des dépenses publiques de l'État, vous voyez là la santé qui prend à peu près 13% des dépenses. La dette, c'est 15% des dépenses. C'est 40 milliards d'euros par an qui partent dans le remboursement de la dette, capital et intérêt compris. Donc, je ne vais pas aller dans le détail ici sur comment on en est arrivé là au niveau du paiement de la dette, puisque c'est un sujet assez récurrent au CADTM. Brièvement, sans trop de surprise, c'est à cause des sauvetages bancaires en premier lieu, et là, ça risque de nous retomber sur le coin de la figure assez vite aussi. C'est à cause des répercussions de la crise économique, c'est à cause de l'évasion fiscale, c'est à cause d'un mode de financement de l'État qui est conçu pour rémunérer en premier lieu les marchés financiers, les banques, au désintérêt total de la population. Et donc, du coup, ce qu'on dit au CDTM, c'est que le remboursement de cette dette-là doit être questionné, qu'il doit y avoir un audit de la dette et souligner l'illégitimité du remboursement de cette dette-là pour pouvoir consacrer les dépenses de la dette à d'autres postes tels que la santé, par exemple. Mais le problème de la dette, il ne s'arrête pas à son remboursement en tant que tel. Il est aussi dans le fait, et surtout quelque part dans le fait que le remboursement de la dette, il sert de justification pour imposer des coupes budgétaires, imposer l'austérité en tant que telle, et donc diminuer tous les autres postes de santé et justifier la flexibilisation du travail et les privatisations. Et c'est vraiment là qu'on rentre dans le nœud du problème et qu'au niveau de la santé, on peut en arriver à deux types de constats. Le premier type qu'on vient déjà de dresser, c'est que la santé est structurellement sous-financée par rapport à ce que l'État est censé mettre dedans. Et deuxièmement, que l'austérité s'étend plus loin que les missions initiales de l'État et que l'État développe comme stratégie réellement d'introduire l'austérité là où elle n'existe pas à la base pour pouvoir en arriver finalement, comme on le disait tout à l'heure, à un désengagement de l'État et à une privatisation
des services autrefois publics. Au niveau de la santé, donc, en dehors du financement public, il y a la question de la sécurité sociale qui est tout à fait centrale. Alors, je reprends mes notes, désolé. La sécurité sociale en Belgique, comme en France principalement, à la base, j'en suis où dans le temps, vite fait? Tu as encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes, Ouais. ça va le faire. Donc la sécurité sociale, historiquement en Belgique comme en France, c'est pas une prérogative de l'État en tant que tel. C'est un système de solidarité qui a été créé parmi les travailleurs, travailleuses pour se soutenir en cas de grève, en cas de maladie, etc. Et donc du coup, c'est des gens, comme vous le savez, qui cotisent entre elles et eux pour solidairement soutenir les personnes qui auraient cotisé aussi à ces caisses-là. Donc, ce n'est pas du cadeau, quoi. C'est un système de solidarité réellement, ce n'est pas de la charité, qui cotisent pour des personnes qui se retrouveraient à un moment dans une situation où ils ont besoin de pouvoir compter sur cette solidarité-là. Et il y avait aussi, parce que ce n'était pas que au niveau des travailleurs, travailleuses, il y avait aussi un système de sécurité sociale qui avait été mis en place par le patronat à l'époque, notamment sur les caisses de chômage qui ont été créées par le patronat. Et il faut rappeler quand même que c'est le patronat qui crée le chômage, donc ça tient d'une certaine logique aussi quand même que ce soit eux qui le financent normalement, même si dans le cas présent, c'est de moins en moins le cas. En 1944, en Belgique, il y a eu ce qu'on appelle le pacte social, que certains voudraient répéter sous d'autres termes, en référence à l'actualité, comprenne qui pourra. Et en 1944, donc, il y a une généralisation de la sécurité sociale et une mise de la sécurité sociale dans le giron de l'État. À ce moment-là, il ne s'agit pas encore d'avoir l'État qui gère la sécurité sociale en tant que telle. C'est fait de manière paritaire entre les travailleurs, travailleuses d'une part et le patronat d'autre part. En France, c'était uniquement les travailleurs, travailleuses. Et l'État qui joue un rôle d'arbitre entre les deux. Au fur et à mesure des différentes crises qui sont créées par le monde politique et le monde financier, le crash de 29, beaucoup plus tard, dans les années 60-70, les 70 plutôt, les crashs pétroliers, les 2 guerres mondiales, ça a créé évidemment des drames sociaux réels qui ont fait une pression forte sur la sécurité sociale. Il y a eu une explosion du chômage qui a eu lieu. Il y a eu énormément de blessés après les 2 guerres mondiales. Et donc, on a eu besoin de recourir fortement aux réserves de la sécurité sociale. Ces trous dans la sécurité sociale qui vont se former, on les identifie et on les rappelle régulièrement. C'est une partie du trou de la Sécu dont on parle là. Il y a une autre grosse partie dont on va parler brièvement juste après. Ces trous, ils justifient l'intervention de l'État dans la gestion de la sécurité sociale. L'État, en Belgique, comble les trous de la sécurité sociale en la finançant directement. Ce n'est pas des prêts comme en France, l'État complète le trou dans la sécurité sociale. Mais ce n'est pas cadeau non plus, évidemment. La contrepartie, c'est que l'État s'implique de plus en plus dans la gestion même de la sécurité sociale et demande des contreparties dans les dépenses de sécurité sociale, telles que, par exemple, conditionner davantage l'accès au chômage, l'accès aux soins de santé, l'accès à la pension. Et donc, en réalité, on en revient à ce qu'on disait au début, d'étendre l'austérité là où l'État n'était pas présent à la base. L'État, via cette introduction dans la sécurité sociale, a fait rentrer l'austérité dans la sécurité sociale. Et donc, du coup, il s'est investi dedans. Et là, il se désinvestit en coupant réellement dans la sécurité sociale ses moyens de subsistance en tant que tels. Puisqu'il faut du travail, etc., pour financer la sécurité sociale, que l'État pousse à la privatisation, à la flexibilisation, etc., et donc du coup réduit les ressources de la sécurité sociale, d'une part, et l'État encourage aussi à baisser fortement les cotisations patronales. Et là, c'est vraiment le gros du morceau du trou de la sécurité sociale, c'est le manque évidemment de cotisations patronales qui sont passées d'année en année de près de 40% à maintenant à peu près 20% de cotisations sociales, de cotisations patronales. Donc, structurellement, il y a un problème qui est évident. Et donc, tout ça, ça tient d'une logique. Avoir un désengagement progressif de l'État pour laisser la place au privé. Et je vais terminer là-dessus. Le privé prend la place, donc du coup,
de l'État et des anciens systèmes de solidarité. D'une part, par exemple, au sein de la santé, là où il y a des sous-financements, par exemple, les hôpitaux sont obligés de recourir à des partenariats publics-privés, à de la sous-traitance pour certains services. Il y a au niveau des maisons de repos une vague de privatisation énorme qui s'est faite particulièrement à Bruxelles, mais aussi dans les autres régions du pays, mais surtout à Bruxelles. Et donc, du coup, le privé qui prend la place physiquement sur le terrain et le privé qui prend la place dans la sécurité sociale, enfin dans les systèmes normalement d'assurance, en fait, pas dans la sécurité sociale en tant que telle, qui détruit la sécurité sociale pour qu'on recourt de plus en plus à des systèmes d'assurance privés, à des assurances maladies complémentaires, à des assurances pensions et à des tas d'assurances privées. Donc, du coup, on encourage le système par capitalisation par rapport à un système de solidarité. Et toute cette épargne des personnes qui ne part pas dans la sécurité sociale pour la financer, qui part donc dans le système de capitalisation, qu'est-ce qui nourrit les marchés financiers en tant que tels. Et donc, du coup, vous voyez là la logique de désengagement de l'État vers les privatisations. Et oui, voilà. En fait, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer en plus de détails. Et ce sera pour la discussion après. Okay. J'espère que c'était clair. Merci Gilles. On s'auto-organise ici. J'espère que ça va pour tout le monde. Du coup, moi, Cara, je voulais te demander de remettre ce fameux graphique que tu cherchais tout à l'heure, intitulé Paiement de la dette. D'ailleurs, merci Chiara de faire toute la logistique parce qu'on ne te voit pas, tu es invisible, mais en fait, c'est toi qui fais tout. Merci. Voilà, alors moi, je voulais un peu reprendre sur la question du logement avec ce graphique parce que ce qui m'a frappé quand je l'ai vu tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait nulle part des dépenses liées au logement. Voilà. Je voulais juste faire ce constat. Merci Chiara d'avoir remontré le graphique. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de logement dans ce graphique? Eh bien, voilà. En fait, c'est parce que en Belgique, comme dans d'autres pays capitalistes, on a voulu mettre en valeur la propriété privée. Et ici, ça fait plus de 40 ans. Et on a voulu la mettre en valeur, pas seulement dans le logement, dans plein d'autres domaines. D'ailleurs, l'épargne par capitalisation, c'est un peu cette logique aussi. Enfin, c'est renforcer à tout prix la propriété privée. Et au niveau du logement, la propriété privée, elle est renforcée par plein de choses. D'abord, c'est ce qui nous permet de réguler nos loyers. Donc, on sait que les loyers augmentent d'année en année et parfois doublent en 5 ans, comme ça a été le cas dans certains quartiers de Bruxelles. Et du coup, le fait d'acheter une propriété, eh ben, ça nous permet de réguler nos loyers, puisque l'État ne le fait pas pour l'ensemble de la société. Ensuite, ça permet aussi de placer son épargne et de la faire fructifier. Ça permet aussi de ne pas dépendre des propriétaires et puis éviter les procédures de contrôle. Il faut montrer qu'on gagne assez d'argent, qu'on a un boulot stable, voilà, on est des personnes dignes d'habiter le logement du grand propriétaire qui veut bien nous louer. Bref, on a une procédure de contrôle où on doit prouver que voilà, qu'on est assez bien, qu'on rentre bien dans les cadres imposés et tout ça. Ça nous permet aussi, la propriété privée, de bénéficier de beaucoup d'avantages fiscaux que je vais lister un peu plus loin. D'avoir un revenu sans travailler si on loue notre bien à quelqu'un d'autre. Du coup, on puise un peu dans les revenus du locataire à qui on loue. Ça permet d'éviter aussi les effets de la gentrification, donc de la hausse des prix. Donc, ça revient à la question de la régulation des loyers que j'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Mais même peut-être de profiter de cette gentrification et donc de la hausse des prix et donc de faire fructifier son épargne, tout ça. Bref, la propriété privée dans le logement, ça sert à… Le truc, c'est que ça sert à beaucoup de choses parce que le système tel qu'il est conçu fait que ça sert à beaucoup de choses. Parce que ça aurait pu être différent. Donc, en fait,
il faut voir que c'est toute une politique qui nous a amenés à vouloir être propriétaires. Et très sincèrement, les gens qui ont la possibilité d'être propriétaires de leur logement, c'est pas du tout quelque chose que j'essaie de critiquer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est tout à fait légitime dans le monde dans lequel on vit. Le problème, c'est que tout le système est centré autour de cette question de propriété privée, ce qui fait qu'on a délaissé d'autres solutions d'accès au logement et qu'on a réduit les droits des locataires, qu'on a réduit les possibilités d'accès à un logement social, qu'on n'a pas pensé à développer des autres formes d'habitat plus collaboratifs, plus co-gestionnés, plus… Enfin, voilà. Et donc, on a poussé cette question de la propriété privée, c'était vraiment le centre de tout. Et puis, la question, c'est pourquoi on a fait ça parce que à qui ça bénéficie, en fait, le fait d'avoir organisé tout le système d'accès au logement autour de la propriété privée. Le truc, c'est que ça bénéficie surtout aux banques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour se loger, du coup, on dépend d'elles. On doit leur demander l'accès à un crédit. On doit leur prouver aussi qu'on a les moyens de le rembourser. On doit leur promettre que le fruit de notre travail pendant des années vont leur être remis. Parce que en fait, on leur promet qu'on va leur rembourser la valeur d'un bien à une période donnée. C'est-à-dire que, par exemple, mon bien aujourd'hui, il coûte 250 000 €. Je fais un emprunt à la banque pour cette somme-ci. Si dans 10 ans, il en coûte 100 000, c'est moi qui cours le risque, en fait. Donc, voilà. Et puis, donc, elles ont des nombreux avantages à cette logique de pousser à la propriété privée. Parce que, d'abord, elles se font beaucoup d'argent sur nos crédits hypothécaires. Puis après, elles créent des titres financiers qu'elles revendent ensuite sur les marchés secondaires et dont elles n'ont plus la responsabilité. Et puis, elles ont une grande influence sur le prix du marché en général, du marché immobilier. Et donc, par exemple, en gonflant l'accès au crédit hypothécaire, c'est l'ensemble des prix du marché qui gonfle et donc elles se font encore plus d'argent. Ça les arrange bien. Elles ont le pouvoir de définir donc qui a accès à un crédit et qui pas, et sous quelles conditions. Et donc ça, c'est un très très grand pouvoir. Qui occupe le territoire, sous quelles conditions. Enfin voilà, ça c'est un très grand pouvoir des banques quelque part. Et puis surtout, en fait, elles s'en sortiraient pas toutes seules. Elles ont vraiment eu des cadeaux des gouvernements. Alors ici, la question du logement en Belgique, elle est régionalisée. Et j'insiste là-dessus parce qu'après, vous allez voir pourquoi. Mais donc, ça dépend des régions comment est-ce que les pouvoirs publics ont poussé à la propriété privée. Mais ici, à Bruxelles, on a l'exonération sur les droits d'enregistrement, les réductions fiscales sur les intérêts des crédits, les primes à la rénovation, les déductions fiscales sur certains travaux, la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt, la non-taxation des loyers, etc. etc. Donc, ça, c'est une liste que j'ai commencé à faire, mais que je n'ai pas terminée. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous acceptez de prendre un crédit à votre banque, vous avez le droit à plein d'avantages fiscaux. Si vous êtes locataire, vous n'y avez pas le droit. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que finalement, ça coûte moins cher d'acheter que de louer. Pas seulement parce que vous avez un bien au bout de 20 ou 25 ans de remboursement de crédit hypothécaire, mais aussi parce qu'avec toutes ces déductions, peut-être que vos loyers, vos charges, avec l'indexation, avec tout ça, ça peut vous revenir plus cher au final quand vous allez dépenser plus d'argent que si vous achetez un bien. C'est pour ça que je disais au départ, ce n'est pas ici, il ne s'agit pas de critiquer les propriétaires occupants. C'est tout à fait justifié le fait de vouloir être propriétaire dans ces conditions-ci, mais c'est bien de critiquer les conditions. Pourquoi est-ce qu'on a mis des conditions pareilles? Parce qu'en fait, elles ont un effet désastreux sur les locataires
et sur les populations précaires. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'aimerais quand même dire qu'au-delà du fait que les banques qui octroient des crédits hypothécaires se font plein d'argent, aussi il faut voir au niveau un peu plus macro qu'est-ce que ça provoque comme effet. Et donc, par exemple, en Belgique, on avait, j'ai lu ça sur le site de la centrale des crédits hypothécaires.be, et donc il disait que les indices des taux d'emprunt en Belgique étaient très, très, très bas, même historiquement bas en 2019, et qui s'élevaient à 0,31%. Et du coup, que les demandes de crédit hypothécaire dépassaient tous les records historiques avec des augmentations sur un an de plus de 15% en rapport à 2018. Et ça, je l'avais lu. Donc, c'est un article qui datait du 31 mai 2019, donc il y a un an. Donc, ça, c'est déjà pour dire qu'au niveau de la Belgique, donc j'ai parlé de la banque, maintenant au niveau de la Belgique, on voit que les crédits hypothécaires gonflent. Et mondialement, les crédits hypothécaires sont extrêmement importants. Donc, on a d'abord parce qu'ils constituent une part non négligeable des actifs des banques. Et du coup, on a des déclarations comme celles de différentes banques nationales et de Banque mondiale et tout ça, qui prévenaient déjà l'année dernière, quand il y avait une bulle de crédit hypothécaire, qui disait que les variations des prix des logements peuvent affecter gravement la stabilité du système bancaire. Et du coup, on prévenait les pays qu'il fallait réduire, enfin les banques nationales plutôt, qu'il fallait réduire l'accès au crédit hypothécaire. Parce que l'accès au crédit hypothécaire, le crédit hypothécaire est tellement important qu'il peut déstabiliser le système bancaire. En 2019, au niveau mondial, on avait 1,8 trillion de dollars de valeur de crédit hypothécaire. C'était 3,4% de plus qu'un an plus tôt. Mais 1,8 trillion, enfin voilà, c'est quand même assez balèze, quoi. Et en Belgique, la dette hypothécaire totale, elle est de 242,7 milliards d'euros. Donc, 242,7 milliards, c'est un peu plus de la moitié du PIB de la Belgique. Enfin, voilà, c'est des échelles qui peut-être ne vous disent rien parce que c'est un peu trop grand comme chiffre. Mais c'est pour dire à quel point, finalement, le système de crédit hypothécaire et toute cette machination pour l'accès au crédit et pour l'accès à la propriété privée de son logement, elle participe d'un système plus large, d'un système énorme et d'un système qui influence toute l'économie des pays du Nord, en tout cas, et puis de ceux du Sud par conséquent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conséquences de tout ça? Pourquoi est-ce que tout ça, c'est tellement énorme et pourquoi on doit s'y intéresser? D'abord parce qu'en fait, au final, c'est les banques qui décident. C'est les banques qui décident comment on habite, quoi. Ensuite, elles donnent des crédits à des propriétaires et c'est eux qui décident à qui ils vont louer leurs biens. Eux, ils ont la possibilité de louer leurs biens. Et c'est eux qui décident à qui. Et donc, ça veut dire que ça n'empêche pas des formes de discrimination au niveau déjà de l'accès au logement, au niveau de l'accès des discriminations de race, de genre, de classe. On voit dans certains pays que c'est une très, très grande problématique. On a des contacts avec des militants en Roumanie où la lutte antifasciste et la lutte pour le droit au logement sont complètement liées. Et je voulais le dire aujourd'hui parce qu'avec tous les événements qui se passent en ce moment, je trouvais que c'était important aussi de parler de cette question de discrimination raciale. Mais voilà, ça touche aussi à d'autres formes de discrimination de genre, de classe. Et c'est aussi les propriétaires qui décident si le logement dans lequel vous habitez est salubre ou pas, en fonction bien sûr du loyer que vous payez. Mais en général, comme les locataires sont plus pauvres que les propriétaires, les propriétaires profitent de leur rapport de force en fait
pour se faire de l'argent en faisant le minimum de dépenses, puisque le logement est perçu comme une marchandise. Et très souvent, on se retrouve avec des gens qui vivent dans des logements insalubres. Donc voilà, je suis passée d'une échelle à une autre échelle. Enfin, j'espère que vous arrivez à suivre et que ce n'est pas totalement décousu. Mais donc, je vais maintenant parler juste de la période de confinement parce qu'on m'a dit qu'il me restait plus que 5 minutes. Donc, en fait, en période de confinement, tout ce que je raconte, c'est extrêmement grave parce qu'on a donné trop de pouvoir au niveau de l'accès au logement, aux banques, trop de pouvoir aux grands propriétaires, on va dire, et on a poussé tout le monde à devenir propriétaire de manière à ce que tous les propriétaires soient considérés comme une même entité, alors que ce n'est pas du tout le cas. En période de confinement, tout ça a eu un effet sur les locataires. Ici, en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles, puisque comme je vous ai dit, je connais particulièrement la situation bruxelloise, mais je pense que ce n'était pas très différent dans les autres régions, on a pris des mesures. Et la première mesure qui a été prise, elle n'était même pas régionale, celle-là d'ailleurs, et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait que le logement, c'est une question régionale, parce que la première mesure qui concernait le logement n'était pas une mesure régionale, c'était une mesure fédérale, et elle était destinée à aider les propriétaires. Et donc, les propriétaires qui ne… Non, en fait, pas du tout les propriétaires, les banques. Pourquoi? Parce que les propriétaires en incapacité de rembourser leur crédit hypothécaire parce qu'ils auraient perdu une part de leurs revenus pendant la crise du coronavirus ont pu avoir la possibilité de négocier avec leur banque. Et ça, c'était une mesure fédérale. Donc, on voit que le fédéral s'est précipité pour faire une mesure au niveau national pour aider finalement le système bancaire. Et donc, ici à Bruxelles, je sais qu'il y a 80 000 propriétaires qui ont pu bénéficier de cette mesure. Par contre, les mesures pour aider les locataires sont venues bien après, vraiment 2 mois et demi plus tard. Et c'était des mesures complètement ridicules, c'est-à-dire qu'on leur a filé 215 € pour une fois, en one shot, pour qu'ils puissent payer leur loyer, alors qu'on sait très bien que 215 €, ça ne représente même pas la moitié d'un loyer d'un appartement à Bruxelles. Donc, si on est en 3 mois de confinement sans travail, je ne vois pas trop comment ça peut aider quelqu'un. Et puis, on a complètement oublié les personnes qui n'ont pas de papier, au black aussi, c'est-à-dire que les personnes qui ont perdu des revenus pendant le confinement, voilà, on n'en a plus parlé. Possibilité de… Donc, on a demandé aux propriétaires d'être conciliants et de bien vouloir discuter avec leurs locataires. On a interdit les expulsions jusqu'à fin août. Mais en fait, tout ça, c'est du n'importe quoi parce qu'il y a une guerre entre certains propriétaires, certains locataires. On sait que l'effet de la crise va durer plus loin que le 31 août et on a peur d'un effet massif d'expulsion à partir de septembre. Et puis aussi, les sans-abri. Donc, on estime au nombre de 4000 personnes sans-abri à Bruxelles, mais on n'est même pas sûr de ce chiffre-là. Mais en fait, je pense qu'il y a eu 15 places créées et il y a eu quand même des réquisitions au niveau communal de certains hôtels et tout ça, mais aucune mesure à long terme. On ne sait pas ce qui va se passer après le confinement. Donc en fait, si vous voulez, les personnes qui ne sont pas propriétaires sont les oubliées en fait de la question du logement. Et alors le comble du comble, et je finis là-dessus, c'est que, donc il y a certains pays européens qui ont déjà commencé à le faire, mais l'idée, c'est d'endetter les locataires. Donc leur dire, vous qui n'avez pas pu payer votre loyer, vous ne pouvez pas vous faire expulser jusqu'au 31 août, mais après, vous aurez une dette envers votre propriétaire. Mais ça, c'est absolument aberrant dans le sens où on oblige un locataire à trouver du travail, à dépenser une part de son revenu de ce travail-là à son propriétaire sur des prix du logement qui aujourd'hui sont complètement surévalués. Voilà, donc je m'arrête ici pour la partie des constats.
Donc, les constats, vous voyez, ils sont un peu, un peu différents, mais aussi un peu, ils se rejoignent, quoi, dans le sens où il y a la question donc, du désengagement et des acteurs financiers qui viennent en force. Et du coup, on a fait une liste de revendications. Et comme moi, j'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole pour la première. Ok, ça mais marche. commune et dire pourquoi. Ouais. Voilà. Ça roule. Du coup, oui, on a structuré donc, pour faire un peu le point sur le travail qu'on a fait. Donc, évidemment, il y a des revendications qui sont propres au logement, des revendications qui sont propres à la santé. Ici, comme a dit Eva au début, le but, c'était de pouvoir montrer à quel point les deux sont liés et sur plein d'aspects qu'on a détaillés jusqu'à maintenant, mais aussi sur la logique à mettre en place pour arriver à un refinancement, enfin des financements corrects de logement, simplement à respecter les droits fondamentaux de la population sur ces matières-là. Alors, le premier groupe de revendications qu'on a identifié, donc, c'est faire primer le système de solidarité sur le système dette, comme on l'appelle au CADTM. Donc, en gros, de remettre le bien commun au centre par rapport à la logique du privé et de marchandisation et de création de capitaux et d'enrichissement privé. Donc, au niveau de la santé, ça s'exprime et même plus largement que la santé en tant que telle, parce que ça s'exprime sur les enjeux de sécurité sociale en tant que telle. Et donc, la revendication qu'on pose à cet endroit-là, c'est de dire il faut remettre la sécurité sociale dans les mains de la population. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la sécurité sociale, à la base, ce n'est pas un outil qui a été créé par l'État, ce n'est pas un outil qui, à la base, était géré par l'État, c'était un outil qui était géré par les bénéficiaires de cet outil-là. Et on estime que ça doit être refait de nouveau, qu'à nouveau, la sécurité sociale doit et peut être gérée par des représentants élus ou directement, dans certains cas, des ayants droit de la Sécu. Et concrètement, au niveau des caisses de santé en tant que telles, il s'agirait donc d'une combinaison de représentants des travailleurs et travailleuses de la santé, d'usagers et usagères des services de santé et de chercheurs et chercheuses de la santé, à condition de sortir le secteur de la recherche du Big Pharma, qui est tout un enjeu aussi au niveau de la privatisation aussi, qui est important. Moi, je propose parce que les gens, ils sont fatigués, il est 20h, je propose qu'on fasse 3 phrases par revendication. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Ouais. C'est ma grosse. Ça va, ok, ça va. Mais je fais court. Et donc, en dehors de la question de la gestion en tant que telle, évidemment, de la sécurité sociale, il y a la question du financement de la sécurité sociale. Et donc là, du coup, évidemment, la question des cotisations patronales doit être posée aussi. Et simplement dire que les cotisations patronales actuellement, c'est une cotisation sur le travail. Donc, c'est un peu abusé de parler de cotisation patronale en tant que telle. Et donc, ce qu'on propose, par exemple, c'est une cotisation patronale via les dividendes en tant que tels, qui là sont du capital, effectivement. Et donc, du coup, là, si jamais il y a un financement de la sécurité sociale par le capital, plutôt que en plus du travail, là, on pourrait parler réellement de cotisation patronale. Donc, voilà, remettre la sécurité sociale dans les mains de la population. Ouais, enfin, pour faire le lien, notre intitulé, c'était « Faire primer le système de solidarité au système dette ». Ouais. Ouais. Et donc, oui. C'est pas grave. Et donc, sortir, juste, en effet, le système dette, du coup, qui s'exprime aussi via ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la capitalisation des assurances par rapport au système de solidarité de base, et donc de casser ce financement de la sécurité sociale en fait, ce financement du bien commun. Je parle trop, hein. Ouais. Ce financement du bien commun par les systèmes d'assurance privée pour revenir à un système de solidarité en tant que tel. Ok. Ouais. Ok, merci pour les… du coup, au niveau du logement, moi, je suis toute perturbée parce que j'avais juste préparé 2 phrases, mais c'est pas grave, tu vas parler plus que moi. Comment on fait primer le système de solidarité au système dette? D'abord, on annule tous les loyers pendant la période de confinement. Ensuite, il faut exiger une régulation, voire une baisse des loyers. Il faut arrêter de nous pousser à l'endettement et à la propriété privée. C'est très court, mais je vous invite à aller voir le site internet que je vais vous mettre dans le chat quand Gilles va vous raconter la deuxième revendication en commun qu'on a.
si tu as le temps, parce que là, je vais essayer de le faire tenir en 2 phrases. Ouais, vas-y. Donc, la deuxième revendication en commun, donc, c'est remettre en question la propriété privée. Et donc là, il s'agit à nouveau de remettre, de consacrer le bien commun en tant que tel, qu'est la santé. Et donc, pardon, ça, on va y venir après, mais en tout cas, de casser la logique de privatisation de la santé par exemple, avec les maisons de repos, les remettre dans les mains de la communauté et les hôpitaux en tant que tels, qui sont aussi des biens qui sont détenus par des ASBL, biens qui soient subsidiés par l'État, les remettre aussi dans les mains du commun. Ouais. Ouais, moi je dirais remettre en question du coup ouais, aussi la propriété privée, quoi. Donc changer de main. Faire contribuer aussi les grands propriétaires, leur confisquer les logements inoccupés, voire leur confisquer les logements insalubres s'ils ont profité de leurs locataires. Bref, les faire contribuer en fait à cette crise, quoi. Puisqu'on est en pénurie de logements sociaux, il serait temps de confisquer au lieu de construire. D'ailleurs, c'est écologiquement beaucoup, beaucoup plus tenable. Donc, faire passer la propriété entre les mains. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même, puisque voilà, j'en profite pour parler un petit peu plus, que la limitation de la propriété privée, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a même eu, au niveau de Airbnb, une décision de la Cour européenne de justice et un avis d'un juge de la Cour européenne qui disait que dans certains cas, en cas de pénurie de logement, on avait le droit de limiter la propriété privée. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas absent du droit. C'est juste que c'est un choix politique, en fait, de mettre la propriété privée au-dessus de tout. Et c'est possible de renverser ce choix politique-là. Voilà. Ok. Du coup, le troisième groupe de revendications qui porte sur les deux, c'est renverser la charge de la preuve. Si tu veux. Ouais, alors ça, c'est un truc qui vient pas de moi, hein, qui vient des copines d'Action Logement Bruxelles. Donc, j'ai pas envie de me faire l'auteur de quelque chose que j'ai pas inventé, mais que je trouve génial. En fait, avec les copines, on s'est dit, ben non, pourquoi est-ce que c'est au locataire de prouver au propriétaire qu'il a des revenus? Et en fait, on est allé même au-delà de ça. On s'est dit, mais pourquoi en fait c'est aux débiteurs, donc à ceux qui demandent des crédits aux banques, de prouver qu'ils ont des revenus et qu'ils pourront s'endetter pendant 20 ans et donc auront un pouvoir de remboursement aux banques. Pourquoi est-ce que c'est à nous de prouver constamment aux autres qui ont de l'argent qu'on aura assez d'argent pour les rembourser? Alors qu'en fait, on s'est dit, en fait, c'est à eux de prouver, c'est aux propriétaires de nous prouver qu'ils ont vraiment besoin de l'argent de nos loyers. En période de pandémie, c'est quand même la moindre des choses. On perd nos boulots, on perd nos revenus. C'est la moindre des choses de savoir si on doit toujours rembourser nos loyers, payer nos loyers à des propriétaires qui n'ont sûrement pas besoin de voir cet argent. Et pareil pour les banques. Pour les banques, vu ce qu'ils font, les banques, ce qu'elles font, toute l'aide qu'elles ont des gouvernements, des pouvoirs publics, des institutions, je pense que c'est à elles de nous dire en période de crise, si on perd nos revenus, qu'est-ce qu'elles vont faire avec nos logements? Est-ce que ça vaut le coup qu'on leur donne de l'argent pour avoir accès au logement? Et qu'est-ce qu'elles vont faire de nos crédits hypothécaires? Si elles les financiarisent et qu'elles se font plein d'argent en les titrisant, il va où cet argent? À quoi il sert? Est-ce qu'elles ont les capacités, le capital de base pour créer autant de crédits et pour influencer autant l'économie mondiale, en fait? Donc ça, c'est le renversement de la charge de la preuve. Et au niveau de la santé, ça donne quoi? Alors, Eva, au niveau de la santé, ce renversement de la charge de la preuve, on a pu l'identifier sur 2 points différents. D'abord, au niveau du remboursement de la dette, donc en fait ça s'applique pas uniquement au domaine de la santé, mais en règle générale, au niveau de la dette publique en tant que telle. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une dette publique qui prend énormément de place dans le remboursement, dans les dépenses de l'État chaque année et qui justifie la mise en place de l'austérité, des privatisations, etc. Là, il s'agit donc de renverser la charge de la preuve en disant on n'arrête pas de nous répéter qu'il faut qu'on rembourse, mais en fait,
justifiez-nous. Ce qu'on rembourse concrètement, c'est pas à nous de partir du principe que vous avez raison, parce que je veux dire, enfin, logiquement, quand on réclame une dette, la première chose, c'est quand même d'expliquer en quoi consiste cette dette. Et donc, ça s'applique en règle générale sur la dette publique et ça s'applique aussi, ici dans le cas de la santé particulièrement, sur la dette notamment des hôpitaux qui est hyper préoccupante. Là, on estime qu'après la crise financière, qu'après la crise sanitaire, à peu près 100% des hôpitaux du non marchand se retrouveront dans le rouge au niveau de leur bilan financier, et donc du coup devront s'endetter si ils ne sont pas aidés réellement par l'État. Donc, ça s'exprime sur la dette. Et deuxièmement, sur le remboursement de la charge de la preuve, il s'exprime aussi sur la justification que devrait nous donner l'État sur le fait de, OK, on paye des impôts, OK, on paye des cotisations sociales, et ça, c'est une autre histoire, ça devrait être en dehors de l'État, mais on paye des impôts. À quoi est-ce qu'ils servent concrètement? Est-ce qu'on fait bien de payer ces impôts et où est-ce qu'ils partent? Et donc, du coup, de renverser à ce truc-là l'obligation de démonstration de l'utilité de la chose. Ouais, et alors le dernier point, c'est la socialisation. Ah oui, on a oublié, tiens. C'est pas grave. C'est pas grave, ok. Refuser les… Ouais, allez, on en a oublié un. Donc, c'était refuser les mesures d'austérité. Je crois que celui-là, ça parle c'est clair, de soi-même. Voilà, c'est celui qu'on avait oublié. Et la socialisation, donc, on pense que c'est très, très utile parce que au niveau du logement, on pense que, en fait… c'est quoi la socialisation? Ouais, alors… Ouais, je m'étais lancée dans le logement, mais peut-être qu'avec les exemples, après, on peut faire une… Ouais. Alors, la socialisation, c'est qu'on n'a plus envie d'avoir des propriétaires, ni privés, ni publics. C'est-à-dire qu'on se dit que, en fait, comme les privés profitent de nous, profitent de nos revenus, profitent du gonflement du marché locatif, enfin, les propriétaires rentiers, hein, on s'entend bien, pas la personne qui va acheter son logement pour habiter avec sa famille, évidemment. Donc, comme on est face à des personnes qui nous exploitent, on se dit, on en a marre de ces propriétaires. En même temps, on n'a pas du tout confiance à l'État avec tout ce qu'il fait. Et donc, pourquoi pas, finalement, socialiser cette propriété et faire en sorte que la propriété d'usage, c'est-à-dire les occupants, les habitantes et les habitants, puissent eux-mêmes avoir des droits et avoir des droits plus importants et pouvoir bénéficier de l'accès, gérer tout ce qui a trait à leur logement, à leur quartier, à leur vie de quartier aussi, donc à l'urbanisme de manière plus large, de la gérer de manière collective. Et en fait, de sortir ce logement du marché. Donc ça, c'est la socialisation au niveau du logement. C'est pas la même chose pour les banques et c'est pas la même chose pour la santé, mais l'idée, elle est la même. C'est d'avoir une appropriation collective, en fait. Voilà, des outils et des besoins qu'on a. C'est ça. Et donc, du coup, au niveau de la santé, donc, déjà, si jamais on arrive à remettre la sécurité sociale dans les mains de la population, c'est déjà une très grande victoire. Mais spécifiquement sur le secteur de la santé en tant que tel, il s'agit aussi d'aller sur le matériel et la gestion du système de santé en tant que tel, quoi. Donc, ça s'applique, on a beaucoup parlé des hôpitaux ici, mais ça s'applique aussi sur les maisons de repos, les structures de soins à domicile, les CPS même, les centres de santé mentale, enfin, je veux dire, la santé au sens large, et donc de remettre ça dans les mains des citoyens, des travailleurs et travailleuses, et avec participation éventuelle des institutions publiques. Mais je veux dire, ici, on n'est pas dans une logique de nationalisation, la finalité, c'est de sortir la chose des mains du privé et de l'État aussi pour les remettre dans les mains de la population réellement. Voilà, et donc du coup, ça s'exprime donc sur le logement, sur la santé, et on pense, bon, sur les banques, on a déjà beaucoup parlé aussi à DTM, et on pense que cette logique de socialisation-là, c'est réellement un moyen de libération
du commun, enfin voilà, comme je me répète, mais pour les sortir des enjeux de pouvoir économique et politique. Et donc, sur le logement, sur la santé et en règle générale sur tous les secteurs stratégiques, que ce soit l'énergie, l'eau, les transports, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, la recherche scientifique. Enfin, voilà, largement, c'est une logique qui doit être appliquée dans tous les secteurs stratégiques. Voilà. Merci. Je crois que c'était une belle phrase de fin. Donc, la socialisation comme moyen de libération du commun. Merci. Et donc, je vous propose de passer aux questions-réponses. S'il y a des questions de clarification, peut-être sur ces interventions qui étaient très claires et très éclairantes, j'ai trouvé pour ma part. Donc, on a déjà une question de Samuel. Et si d'autres personnes souhaitent poser une question, donc manifestez-vous maintenant dans le chat et on vous donnera la parole. Donc, je vais lire, Samuel a dû partir, donc je vais vous lire sa question, mais la conférence est enregistrée, donc il pourra avoir accès à la réponse plus tard. Donc, la question de Samuel, donc, par rapport à la priorité du sauvetage bancaire sur l'aide sanitaire, le problème ne vient-il pas du fait que les États ont pour intermédiaire les marchés financiers pour se financer et donc, comme condition première, la stabilité des marchés, donc le rôle de la BCE. Peut-être que c'est plus simple pour vous de lire la question en même temps, d'ailleurs. Mais donc, pour résumer, donc, le problème n'est-il pas le fait que les États empruntent sur les marchés et donc, ce sont nos intermédiaires et créanciers principaux. Donc, ce qui fait qu'il y a cette priorité du sauvetage bancaire en comparaison à l'aide sanitaire. Et ce à quoi s'ajoute un marché peu sensible, voire hostile aux politiques publiques liées aux droits sociaux comme la santé et le logement, car très orienté idéologiquement. Donc, une idéologie néolibérale, finalement, qui porte peu d'intérêt à l'intérêt général. Donc voilà la question posée par Samuel. Je vous laisse répondre en quelques minutes, l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous souhaitez, et on va voir si d'autres questions sont posées en attendant. Oui, je vais répondre à la première partie et Eva à la deuxième. Donc oui, tout à fait, hein, clairement, la priorité du sauvetage bancaire et la priorisation des sauvetages des institutions financières à ce niveau-là, c'est par accointance d'une part de milieu, etc., par logique politique capitaliste, mais aussi par dépendance structurelle de l'État dans son financement par les marchés financiers. C'est souvent rappelé d'ailleurs au CDT, on essaie de porter la question un peu plus loin, enfin plus loin tout court, au niveau de la dette. On répète souvent qu'à cause du traité de Maastricht et puis du traité de Lisbonne, les États ne peuvent plus créer leur monnaie d'eux-mêmes, ils ne peuvent plus se prêter de l'argent eux-mêmes. La Banque centrale européenne n'est pas censée non plus leur prêter directement de l'argent. Et donc, la seule solution pour les États, a priori, c'est de se financer sur les marchés financiers. En tout cas, c'est la solution qu'ils choisissent en priorité. Et donc, aujourd'hui, les marchés financiers, ils ont clairement obtenu un monopole du financement des secteurs publics. Et donc, il s'agit à chaque fois, forcément, vu qu'on dépend des taux d'intérêt que les marchés vont bien pour vouloir nous accorder ou pas, de rassurer sans cesse ces marchés financiers-là. Et ça passe évidemment aussi par des sauvetages bancaires et par une logique austéritaire en général pour satisfaire ces marchés financiers. Et donc, concrètement, c'est quoi les solutions à apporter? Elles sont multiples. Maintenant, ce qu'on défend, c'est ADTM. Parfois, après, bon, des fois, c'est complémentaire, des fois, ça peut être contradictoire aussi. Mais il y a des pistes qui ont existé dans le passé, qui peuvent être mises en place, notamment le financement qu'on appelle le circuit du trésor, où il s'agit de se financer via les ressources internes de l'État, de ne plus recourir à des marchés financiers, mais de compter sur les grandes fortunes de l'État et sur leur fortune en tant que telle pour financer l'État, donc via une saisie en premier lieu dans le sens de la justice fiscale en tant que telle, et d'autre part via des emprunts dont les conditions sont décidées par l'État directement. Donc par exemple, en France, pendant les années
60, je pense, il y avait un système qui faisait que l'État se finançait auprès de ses banques à des conditions que l'État lui-même définissait. Et l'endettement public en France, à ce moment-là, ça n'a pas… je veux dire, au niveau de la création monétaire, il n'y avait pas de création de dette en tant que telle via uniquement le mécanisme de la création monétaire. Et donc, ça a permis l'État de se financer à bas coût pendant longtemps sans enrichir les banques de manière illégitime. Tu veux Ben ouais, annuler les dettes, quoi. Parce oui, que c'est sur les dépenses, oui, c'est sur la création. ouais, mais même, je veux dire, c'est le moment d'arrêter de rembourser, je sais pas, des dépenses inutiles pour utiliser cet argent pour s'assurer des besoins fondamentaux. Enfin, je crois qu'on est dans une crise sanitaire historique. On n'a jamais vécu un truc pareil. Et à crise sanitaire historique, réponse historique. Pour moi, c'est assez logique. Donc, voilà. Donc, je pense que s'il y a un manque de financement quelque part, c'est pas plus de dette qui va nous sauver, quoi. Et oui, d'accord, de la dette à des conditions peut-être à plus long terme, mais je veux dire, enfin, là, on est dans une situation d'urgence. Il faut absolument des dépenses tout de suite. Et donc, comme tu disais, Gilles, il y a les ressources internes, la justice, la saisie, la justice fiscale et tout ça. Mais ouais, il faut faire contribuer aussi les grands propriétaires, les grands détenteurs de capitaux. Les dividendes, il faut les confisquer. Il faut faire plein de choses. En fait, on a des ressources internes, mais il y a aussi le fait qu'on dépense encore notre argent à rembourser des dettes et on ne sait même pas ce qu'on est en train de rembourser. Et tout ça pour s'entendre dire que les hôpitaux s'endettent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que dans quelques années, les hôpitaux ils vont devoir faire des coupes dans leur budget pour pouvoir rembourser les dettes qu'ils ont contractées aujourd'hui à cause du coronavirus. On est en train de mettre toute la responsabilité de cette pandémie sur le dos des gens. Enfin, c'est complètement ridicule. Donc, en fait, pour moi, il faut une mesure d'urgence. Il faut vraiment éviter l'endettement massif, justement éviter de passer par les marchés financiers et dire stop, quoi. Et puis, en fait, en disant stop, peut-être qu'on atteindra ce que tu disais en deuxième, c'est-à-dire la possibilité d'emprunter aux conditions de l'État. Il faut annuler ce traité de Maastricht tout de suite. On a annulé plein d'autres choses. L'Union européenne a annulé toutes les réglementations qu'elle ne voulait pas avoir dans ses pattes pendant la crise du coronavirus. Et ça, on ne l'annule pas. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment une mesure d'urgence à prendre. Et elle est justifiée, elle est prise. Des mesures d'urgence, elles sont prises tout le temps, en fait, dans cette période. Et pour revenir sur le structurel aussi, pour pousser la chose plus loin aussi, il ne s'agit pas non plus d'attendre en effet que ce bien commun-là soit financé par l'État en tant que tel non plus uniquement. Enfin, je veux dire, là on a parlé pas mal de la sécurité sociale. Si jamais il y a un rééquilibre des choses réelles qui est fait au niveau des contributions du capital et des hauts revenus, il y a toute une organisation sociale et économique qui peut se faire en dehors du cadre de l'État et donc du coup de sortir justement de cette logique du financement public pour aller vers une logique de financement commun. Ouais. Voilà. Merci. Eh ben, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous en avez, c'est le moment de vous manifester et on vous donnera la parole en vrai. Ou des commentaires. Il n'y a personne, j'ai une question pour Eva. Ah, vas-y. Et en fait, comme tu sais, ça m'intéresse la question de la socialisation. Ouais. Et donc, je voulais savoir, parce que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour expliquer, parce que vous me disiez, nous, notre phare, c'est l'abolition de la propriété privée, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire socialiser? Parce que, par exemple, je sais qu'à Berlin, ils ont expérimenté beaucoup de choses. Ouais. Et donc, ça veut dire que, par exemple, il n'existerait pas la différence entre locataire et propriétaire. Comment ça pourrait se gérer, par exemple, à l'échelle communale? J'imagine que c'est plus facile de socialiser
les logements, enfin, concrètement, comment ça pourrait se faire. Je sais qu'on est très loin de ça, mais voilà, ça nous intéresse. C'est ça. Bon, alors il y a l'idéal politique inatteignable à court terme à cause du contexte, quoi. Je veux dire, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain aussi radicalement. Donc, moi, j'ai juste envie de dire que je n'ai pas dit qu'il fallait abolir tout de suite toute la propriété privée, juste simplement pour que ce soit clair. Je ne dis pas que c'est ça que tu as dit, mais par contre, j'ai parlé de limiter la propriété privée, de remettre en question la propriété privée et de faire aussi attention à cette tendance à la propriété privée parce que en vrai, elle nous rend hyper vulnérables. Et donc, je vais donner deux exemples. Je vais donner un exemple en Espagne et un exemple à Berlin. Mais je rappelle aussi la crise des subprimes parce que j'en ai pas parlé, mais en fait, c'était tellement évident, j'ai l'impression. Donc, l'exemple en Espagne. En Espagne, il y a eu une bulle de crédit hypothécaire jusqu'en 2007. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis qui a fait un effet boule de neige dans toute l'économie mondiale. En 2008, les gens étaient déjà en incapacité de rembourser leur crédit. Il y a des centaines de milliers de ménages espagnols, donc on estime à peu près 1 million de personnes qui a dû quitter son logement par expulsion pour incapacité de rembourser son crédit hypothécaire. Ça veut dire que la propriété privée, ce n'est pas une protection du logement. C'est faux de penser ça. En période de crise, la propriété privée, elle peut être plus dangereuse que la location. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de rembourser votre crédit, qu'on vous expulse de votre maison et qu'en plus, vous avez perdu tout l'argent que jusqu'alors vous aviez remboursé à la banque. Donc, la propriété privée n'est pas une solution. Ensuite, je ne dis pas d'abolir toute la propriété privée parce que je pense que le système est tellement installé, construit depuis une quarantaine d'années qu'il serait impossible du jour au lendemain d'abolir la propriété privée. Par contre, de la limiter, c'est-à-dire de faire en sorte que les propriétaires n'aient pas tous les droits sur leurs locataires, qu'ils soient contraints à respecter certaines règles de salubrité, qu'ils soient contraints à avoir un cadre de location contraignant et bas, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas 25%, que les loyers ne dépassent pas 25% des revenus de leurs locataires, c'est quand même la moindre des choses. Aujourd'hui, on est à 60%. Et c'est là où ça m'amène à réfléchir à la question à Berlin, parce qu'à Berlin, donc je ne sais pas si vous savez, mais l'année dernière, ils ont gagné une grosse bataille, c'est le gel des loyers. Elle a pris cours maintenant en janvier 2020, mais avec un effet rétroactif à juin 2019. Et donc, le gel des loyers, c'est venu comment? C'est venu avec des locataires qui payaient 45% de leurs revenus en moyenne pour louer un logement. Ici, on paye 60%. On paye plus que les Berlinois. Et donc, je reviens à Berlin et je reviens à la question du gel des loyers. La question du gel des loyers, c'est une mesure de limitation de la propriété privée. Le propriétaire ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec ses locataires. Il a une échelle de prix qu'il doit respecter. C'est une forme de limitation. Elle n'est pas assez poussée pour nous, mais c'est une forme de limitation. Et donc, les Berlinois, comment ils ont réussi à obtenir ça? Eh bien, c'est en revendiquant l'expropriation des grands propriétaires, parce que peut-être que vous ne savez pas, mais en fait, il y a des fonds d'investissement énormes qui investissent dans des logements à Berlin, des fonds d'investissement comme Vonovia ou Blackstone ou la Deutsche Wohnen, qui investissent dans des milliers et des milliers de logements. Par exemple, la Deutsche Wohnen, en 2018, voulait racheter 3000 logements dans le centre de Berlin. Donc, pour vous donner une échelle. Donc, c'est un propriétaire, un méga propriétaire, un fonds qui vient acheter des milliers de logements. Et ce phénomène-là s'est amplifié à Berlin, ce qui a fait qu'il y a une montée des prix énorme, ce qui a fait que les Berlinois réagissent et ils ont demandé l'expropriation de ces grands propriétaires. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on ne veut pas que ces grands propriétaires deviennent s'exproprient et comme ça, c'est l'État qui détient les logements. Non, nous, on veut que ce soit socialisé. C'est-à-dire
qu'on veut que ce soit aux personnes qui occupent ces logements d'avoir la possibilité de décider de comment ça va être géré, comment est-ce qu'on va organiser le système d'entrée, de sortie, comment on va organiser le système de sélection quelque part, ou d'absence de sélection. Enfin bref, que les conditions d'accès à ces logements et les conditions d'entretien de ces logements ne soient pas décidées par un pouvoir qui est le pouvoir public, qui finalement, on a vu ce que le pouvoir public a fait au logement. Le pouvoir public a délaissé le logement public, ou alors il a poussé le logement public et l'a transformé vers du logement acquisitif. Ça veut dire, aujourd'hui, on a des politiques de logement public qui te disent, nous, on vous aide, on va vous filer de la thune et comme ça, vous allez être propriétaire. Et donc, ça aussi, c'est une forme de désengagement de l'État envers le logement. Et du coup, voilà, les Berlinois, ils n'étaient pas d'accord et donc ils se sont dit, nous, on voudrait les socialiser, ces logements, c'est-à-dire qu'on voudrait décider de ce que ces logements deviennent et comment ils sont gérés. Et donc, c'est avec cette revendication-là et aussi que ces logements ne fassent pas partie du marché. Parce que aussi, la question, donc je m'arrête là parce que j'arrête pas de parler, pardon. La question du fait que l'État s'est désengagé du logement locatif et qui prône le logement acquisitif, c'est aussi une manière de le mettre sur le marché à un moment donné, le marché privé. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, mais quelle que soit la limite, finalement, ce logement, il retourne vers le marché, quoi. Et donc, il est marchandisé, vendu et racheté, quoi. Alors que la socialisation du logement, c'est l'idée que le logement n'est pas un bien qu'on peut vendre et acheter parce que c'est un bien trop précieux à la vie pour faire partie des logiques de marché. Donc voilà, concrètement, c'est ça l'idée. Et la socialisation du logement, je pense, ne peut qu'être partielle à ce stade. C'est pas comme les banques et c'est pas comme la santé, sans doute, je ne sais pas. Peut-être tu peux répondre, ça c'est ma question vers toi. À un moment donné. Mais en tout cas, la socialisation du logement, ça ne peut pas être une solution à une échelle. Voilà, enfin, ça peut être à une grande échelle, mais ça ne peut pas concerner tous les logements. Ouais. Non, sur la santé, rapidement, parce que du coup, il y a 2 autres questions qui ont été posées aussi. C'est des modalités qui restent à définir aussi. Hein. C'est un terrain qui n'est pas balisé du tout. Et on n'est pas les personnes en tant que CDTM, les personnes légitimes pour poser les revendications sur une réorganisation des soins de santé en tant que tel. On peut apporter nos analyses et nos apports, c'est clair, mais il y a des collectifs qui travaillent dessus depuis un moment, tels que je le rappelle, la santé en lutte. Et donc, du coup, on essaie de travailler avec LZE pour les nourrir au niveau des revendications qu'on peut apporter rapidement là-dessus. La socialisation de la santé, je ne pense pas non plus qu'elle puisse ou qu'elles même doivent, dans une certaine mesure, être entièrement socialisées, puisqu'il y a des notions d'indépendance aussi qui doivent être prises en compte au niveau de l'organisation de la santé. Les maisons médicales, par exemple, c'est un système qui fonctionne très bien et qu'on pourrait envisager de laisser en dehors d'une gestion généralisée en tant que telle. Enfin voilà, je pense qu'il y a toujours des exceptions à envisager pour éviter enfin, voilà, d'être dans des réponses qui se voudraient universelles et qui seraient parfois à côté de la plaque, quoi. Du coup, ouais, je vois qu'il y a 2 questions dans le chat. Oui, merci à vous deux pour ces réponses inspirantes. Peut-être Eva, je vais d'abord laisser la parole aux autres personnes, mais peut-être que tu pourras nous dire quelques mots après sur si un tel mouvement existe en Belgique et comment y contribuer par rapport justement à la socialisation du logement, etc. Si des personnes ici voudraient aller plus loin. Et donc, on a Marlène. Je ne sais pas, Marlène, si tu veux dire ta question toi-même, sinon je peux la lire. Non, elle ne veut pas. D'accord. Donc, Marlène se demande, ou nous demande, on entend partout dire qu'il faut des mesures exceptionnelles qui sortent des sentiers battus. Où en est-on avec la coordination associative citoyenne aujourd'hui pour concrétiser ces nouvelles solutions en Belgique dans ce contexte de crise sanitaire? C'est une question très pertinente, je crois. Donc, voilà.
Je propose, est-ce que je lis la deuxième question et vous répondez aux deux d'un coup? Non, peut-être d'abord celle-ci, qui est quand même Ouais, elle est assez costaud une très déjà. bonne question qu'on se demande souvent. Bah, ouais, après, peut-être sur la santé. Ouais, d'abord. brièvement, moi, ça va pas être très long parce que, voilà, au niveau de la santé, donc je redis, il y a des collectifs qui sont mis en place avec que la santé en lutte, et moi, je peux pas parler à leur nom et donc du coup dire où ils en sont leurs discussions non plus au niveau de l'organisation, mais c'est déjà une étape de dingue qui a été mise en place d'arriver à fédérer des travailleurs et travailleuses de la santé à l'échelle au moins de la Belgique francophone pour arriver à poser des revendications en commun. Il y a d'autres collectifs que la santé en lutte, mais voilà, nous, c'est celui avec lequel on travaille et avec lequel on partage le plus leurs revendications. Au niveau de la dette en général, il y a les collectifs d'audit citoyens qui sont mis en place aussi et donc dont l'objectif c'est de questionner la légitimité du remboursement de la dette, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en annuler sa part illégitime. Et donc ça existe à différents niveaux locaux, à Liège, à Bruxelles principalement, à Verviers aussi. Et donc là, il se centre sur la question des dettes communales. Il y a des recherches qui sont faites au niveau de la dette régionale, de la dette fédérale aussi. Et là, on aimerait bien justement lancer un groupe de travail sur la question de la dette des hôpitaux, puisque, comme on l'a dit, c'est un enjeu qui est absolument central et qu'il faudrait investir. Donc, c'est un appel aussi par la même occasion, s'il y en a parmi vous qui a envie d'entamer un tel travail avec nous. Et il y a plein de manières de s'investir. Il ne s'agit pas seulement de se plonger dans des chiffres et de se prendre la tête à longueur. C'est aussi du travail de sensibilisation et du travail politique avant tout. Le travail comptable, c'est une petite partie du truc. Voilà, c'est un appel aussi là-dessus. Ouais, alors au niveau du logement, en fait, je sais pas où on en est en Wallonie, mais ici à Bruxelles, il y a une quarantaine, voire une cinquantaine d'organisations qui s'occupent du logement, donc c'est énorme. Sauf que il y en a beaucoup qui sont pas très radicales, quoi. Et du coup, pendant le confinement, nous, on avait eu, avec une bande de potes, on avait eu l'envie de réagir, quoi, parce qu'on en avait marre. Et donc, on a créé un groupe qui s'appelle Action Logement Bruxelles, j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est un groupe de militants et militantes du milieu associatif, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont en dehors de ce milieu. Et j'en parle parce que nous, on a comme but de s'attaquer directement à la propriété privée. Voilà, c'est clair qu'on est conscient que la propriété privée ne sera pas abolie demain. On parle de tout ça, de limitation, de plein de choses. Voilà, le but, notre but premier, c'était d'annuler les loyers, de demander l'annulation des loyers pendant la période de confinement, d'élargir la période du moratoire sur les expulsions. Et ensuite, on continue le travail en voulant d'abord dénoncer les mécanismes, justement, ce dont je vous ai parlé, que l'État pousse à la propriété, le rôle central des banques, le fait qu'on est endetté, le fait que les locataires doivent finalement payer une part de leurs revenus à un propriétaire et que voilà, c'est le fruit de notre travail qui est dû à quelqu'un alors qu'il ne fait rien pour nous. Au final, il est juste détenteur d'un papier qui dit qu'il est propriétaire d'un bout d'espace. Donc, voilà, on essaye de remettre tout ça en question. Donc, il y a un truc dans le discours, la communication, mais il y a aussi un truc dans les revendications. On a créé une pétition pour l'annulation des loyers. On a eu 1200 signatures. On a été soutenu par plusieurs organisations. Vous la trouverez sur le site internet. Et ensuite, la troisième chose qu'on essaie de faire maintenant, et petit à petit, c'est un travail qu'on arrive à faire, enfin en tout cas qu'on est en train de construire, c'est fédérer les locataires. Parce que aussi, on en avait marre, pas seulement les locataires, toute personne qui est en situation de précarité de logement, parce qu'on en avait marre aussi que toutes ces assos, pour lesquelles par ailleurs beaucoup d'entre nous travaillent, hein, c'est pas ça, mais nous disent
oui, mais on ne peut pas demander ci ou on ne peut pas demander ça et puis on ne l'obtiendra jamais. Et puis, enfin, il y a un truc où toujours ça bloque dans les questions de logement. Et du coup, on s'est dit, voilà, en fait, les revendications, elles viendront pas de nous et elles viendront pas des assos, elles viendront des habitantes et des habitantes eux-mêmes et elles-mêmes. Et donc, l'idée, c'est de fédérer en fait les locataires. Donc, on est déjà en contact avec plusieurs personnes, dont des personnes sans papier, mais pas que. Hier, on a rencontré une série de personnes qui sont étudiantes ou alors qui travaillent au Black, à l'Horeca, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'Horeca actuellement qui sont dans la mer. Et donc, c'est surtout ces personnes-là qui nous ont contactés. Et on essaye avec eux et elles de les aider à monter un dossier de négociation avec leurs propriétaires. On a des contacts avec les avocats au cas où ils sont portés en justice de paix pour non-paiement de loyer. On crée des fronts anti-expulsion. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on est en train de mettre en place. Tout ça est sur notre site, hein, donc il n'y a rien de secret et je peux le dire publiquement. Et à côté de ça, donc, on travaille avec les potes de la grève des loyers. La grève des loyers, c'est un autre mouvement ici à Bruxelles qui, lui, ne demande pas comme nous l'annulation des loyers à tous les propriétaires et au pouvoir public. Mais eux demandent enfin, ils demandent rien en fait. Ils invitent les gens à faire grève, tout simplement parce qu'il y a une série de personnes qui sont en incapacité de payer leur loyer et une série d'autres qui peuvent être solidaires avec ces personnes-là. Et voilà, ce n'est pas une incitation à ne pas payer son loyer si on a de l'argent pour le payer, c'est plutôt une idée de, en fait, voilà, on n'est pas obligé, puis il y a des gens qui ne peuvent pas, quoi. Et tout système doit être mis en question. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que la grève des loyers, c'est un mouvement international. Donc, le mouvement à Bruxelles ne s'inscrivait pas dans ce mouvement international à la base. Il a été inspiré par d'autres dynamiques internationalement. À l'international, la grève des loyers, c'est quelque chose dont vous allez sûrement entendre parler, sauf si les médias vous le cachent. Mais en tout cas, ça prend de l'ampleur, notamment aux États-Unis, parce que hier, on a appris qu'il y avait 1 million de personnes qui étaient prêtes à faire grève des loyers. Donc, c'est un mouvement qui va faire parler. Alors moi, ce que je vous propose, si vous avez envie de faire des trucs, c'est déjà d'entrer en contact avec nous, avec Action Logement Bruxelles, parce que on vous file des maquettes pour des affiches, des stickers, des trucs qu'on a déjà créés. Donc ça, c'est gratos, voilà. Et puis, en fait, ce qui serait génial, c'est de créer des groupes locaux, quoi. C'est-à-dire que nous, on est basé sur Bruxelles, mais on aimerait bien qu'il y ait des choses qui se passent à Liège et partout ailleurs en Belgique. On a été d'ailleurs contacté par une personne de Flandre ce matin, donc on est assez content et contente. Et sinon, l'autre truc, c'est… j'ai oublié. Merde. J'arrête pas de parler, donc j'ai oublié. Ah oui, c'est créer un mouvement local, ouais, c'est ça. Mais aussi un mouvement, enfin, au niveau national, quoi. Enfin, ce serait pas mal de ne pas se concentrer sur Bruxelles, mais surtout sur toute la Belgique, parce qu'on voit… Donc, je vous avais parlé tout à l'heure d'une mesure où les propriétaires pourraient avoir la possibilité de négocier avec leur banque et ça a été pris au niveau fédéral. Donc, il y a vraiment moyen de faire bouger les choses, pas seulement au niveau local, mais au niveau national aussi. Voilà, donc ça, c'était pour la première question. Je ne sais pas, Marlène, si tu sens qu'on a répondu à tous tes questionnements. Merci, elle est contente. C'est cool. Ouais, et si je peux me permettre, avant de passer à la prochaine question, après, en termes, donc on voit bien que ça se coordonne, pardon, au sein de l'UT elle-même. Mais ce qui est intéressant aussi dernièrement, c'est qu'on voit différentes plateformes et groupes militants de plus en plus se soutenir entre elles et eux. Et il y a de nouvelles plateformes qui émergent aussi, comme la plateforme des travailleuses sociaux en lutte, qui recueille plein de professions, notamment les travailleuses du sexe, qui sont souvent oubliées. Qui se coordonne beaucoup avec la santé en lutte qui se coordonne avec le collectif UMARS. Il y a quand même en effet de plus en plus en tout cas d'échanges et de renforcement mutuel entre différents réseaux. Après, c'est vrai que dans le monde associatif, il y a énormément de revendications et peut-être un travail qui doit être fait pour
plus de revendications communes, mais je pense que ça commence à se faire. Il est positif. Et donc, on avait une autre question de Lynn. Je ne sais pas si tu veux, est-ce que tu veux dire ta question, Lynn, ou est-ce que je la lis? Ah, c'est Élise d'ailleurs, qui pose une question via. Donc, nous avons bien des personnes invisibles. Ouais. Bonsoir. Ah. Elle veut pas. Elle veut pas. Ah, d'accord. Donc, je vais lire la question. Si la sécurité sociale n'est pas financée par le privé ni par l'État, mais par la population, comment la gestion de la sécurité va-t-elle s'organiser concrètement sur la population totale d'un pays? Alors, on est déjà dans le temps d'avenir. Voilà. Ouais. Du coup, pour clarifier un petit peu, donc, dans ce qu'on dit là, il ne s'agit pas d'avoir une sécurité sociale qui ne soit pas financée par le privé, qui ne soit pas financée par l'État, ça certainement quand même. Mais si justement, on veut que la sécurité sociale soit financée de manière juste par le privé. Ici, il s'agit de dire la gestion de la sécurité sociale doit être mise dans les mains des gens, des travailleurs, travailleuses et des gens en général, enfin des gens qui fournissent du travail et donc du coup qui cotisent et qui bénéficient de ce système de solidarité-là. Au niveau du financement en tant que tel, on juge que maintenant justement le financement du privé est largement insuffisant et donc comme je le disais tout à l'heure, participe d'une logique de privatisation de la sécurité sociale vers des systèmes de capitalisation. Et donc, au niveau des cotisations patronales, non seulement on doit reconnaître le fait que, donc peut-être que ce n'était pas hyper clair tout à l'heure quand je l'ai dit, parce que dit en 30 secondes comme ça, ce n'est pas forcément hyper compréhensible, mais les cotisations patronales à l'heure actuelle, c'est un pourcentage de ce qu'on appelle la masse salariale. Salut. Je me détends un peu. C'est un pourcentage donc, de la masse salariale et donc partant du constat que les salaires en tant que tels sur la production du travail des travailleurs travailleuses et pas sur l'apport du capital en tant que tel, les cotisations patronales à l'heure actuelle, c'est pas des cotisations patronales, c'est pas une contribution du capital. Ce qu'il faut, c'est des cotisations patronales qui fassent effectivement contribuer le capital et donc du coup, par exemple, calculer les cotisations patronales sur les dividendes, sur les revenus du capital en tant que tel. Et donc d'avoir un financement juste de la sécurité sociale via ça. Et constater aussi que ce trou de la sécurité sociale-là, il est expliqué en bonne partie donc, par le manque de cotisation patronale, par le chômage aussi, qui est indéniable, qui est là et qui crée un trou dans la sécu, mais un chômage qui est dû à des mesures capitalistes. Le chômage, c'est... Enfin, pour sortir un petit peu justement des clichés habituels qu'on véhicule sur les questions du chômage, le chômage, il existe pourquoi? Par les délocalisations en masse dans des pays à main-d'œuvre moins chère, par l'automatisation du travail, par la technologie. Enfin voilà. Et donc, du coup, tout ça, c'est ce qui permet au capital de ne plus contribuer à la sécurité sociale en tant que telle, de ne plus payer des cotisations là-dessus, puisqu'on ne paye pas de cotisations sociales sur des machines. Les cotisations sociales en Chine, je ne sais pas, ou autre part, hein, ce n'est pas pour remettre le blâme sur la Chine, encore moins sur le travail chinois, évidemment. Mais toutes ces cotisations sociales-là, elles sont inexistantes en Belgique parce qu'elles ont été transférées autre part pour enrichir le capital davantage. Voilà, et donc, différencier gestion et financement, c'est hyper important. Et pour répondre alors plus sur la gestion en tant que telle de la sécurité sociale, donc la sécurité sociale, elle est organisée en caisses différentes. Il y a une généralisation au sommet qui est le NSS en tant que tel, mais par exemple, pour les soins de santé, c'est l'INAMI. Il y a des tas de caisses de sécurité sociale en plus qui sont divisées entre les travailleurs et travailleuses indépendants et les salariés. Elles sont gérées déjà à l'heure actuelle de manière décentralisée. Il y a l'ONSS qui dit un truc, l'INAMI respecte évidemment, mais c'est l'INAMI qui gère les caisses de santé, les caisses sociales de santé en tant que telles. Et donc là, je le disais tout à l'heure, pratiquement pour la santé, d'avoir des élus, des travailleurs, travailleuses
de la santé, des représentants des usagers et des usagères et des chercheurs, chercheuses dans la santé. C'est une piste de gestion et de socialisation donc de la sécurité sociale, de resocialisation de la sécurité sociale en tant que telle. Eva revient. J'espère que j'ai répondu à la question. A-t-on d'autres questions? Non, mais je peux me lancer dans un complément de questions et de pistes de réponses. Est-ce que ça ne poserait pas aussi justement la question de la centralisation de la sécurité sociale? Parce que si on part du point de vue qu'il faut plus de socialisation et de gestion citoyenne de tout un tas de services publics, je veux dire, quand on parle par exemple de l'énergie, la question de la centralisation est assez centrale pour le coup. Et il s'agirait de décentraliser à des entités locales moins importantes. Je ne sais pas si c'est une piste qui est explorée. Ou c'est peut-être hors sujet complètement. Hein. Parce que c'est super important en effet de poser la question de la décentralisation. En Belgique, on est toujours dans un truc schizophrène de reconnaissance, qui est hyper centré sur des questions régionalistes ou en soi nationalistes à la con, où on juge la pertinence de la décentralisation sur des considérations purement financières ou identitaires. Poser la question de la décentralisation, c'est poser la question de la gestion du bien commun en tant que tel, et donc il faut la poser. Je pense que au niveau de la gestion des caisses de sécurité sociale en tant que telle, dans une économie qui est globalisée en tant que telle, et on ne va pas faire tomber le système capitaliste du jour au lendemain, et donc il faut quand même arriver à des victoires progressives et des victoires qui sont faisables, comme la remise en main de la sécurité sociale dans les mains des travailleurs, travailleuses. On ne peut pas s'attendre à ce que l'économie s'effondre. Ouais, mais pas trop progressive non plus. Pas trop progressive non plus, en effet. Ouais, non, il faut des changements radicaux, certainement. Ouais. Enfin, je veux dire, on n'attend pas le grand soir non plus, je crois. Donc voilà, enfin, je veux dire, en tout cas, prendre en considération le contexte actuel dans lequel on est pour viser toujours plus loin dans la réappropriation du commun. Mais tout ça, donc, de reprendre sur des solutions à minima en tant que telles, de se dire, il faut sans doute décentraliser les questions de gestion des sécurités sociales, mais j'ai l'impression que ça passe aussi par un système représentatif en tant que tel, puisque, enfin, je veux dire, les entreprises, elles ne fonctionnent pas au niveau local, quoi, à l'heure actuelle. Et alors, c'est pour ça que je dis solution à minima, puisque les entreprises doivent être mises dans les mains des travailleurs, travailleuses et sorties des mains du capital. C'est évident. Mais voilà, si jamais on prend les choses par étapes, je pense qu'il faut penser les choses globalement aussi. Et en dehors de la question de sécurité sociale en tant que telle, bah là, on l'a vu aussi sur les questions, par exemple, de politique de santé, etc. C'est des trucs où il faut une gestion locale et décentralisée, c'est clair, mais c'est des questions qu'on doit pouvoir se poser et globalement et arriver à une coordination globale aussi de ces politiques-là, parce que sinon, en fait, on arrive à rien savoir gérer au niveau de quand il y a une pandémie qui arrive, par exemple. Si jamais chacun fait ce qu'il veut dans son coin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Merci. Voilà, donc toujours pas de nouvelles questions dans le chat. Ah, on a Chiara qui voudrait réagir. Bah, vas-y, Chiara. Non, mais c'est parce que par rapport à ta question, vu qu'il n'y a pas d'autres remarques, je voulais partager mon expérience au CDTM Italie parce que, en fait, cette question des municipalités est très importante en Italie comme en Espagne. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a un lien fort avec la dette et l'austérité, dans le sens que, en fait, les municipalités sont celles qui contribuent les plus en fait, aux cotisations au niveau de l'État fédéral et celles qui ont été, dont les budgets ont été coupés les plus avec l'austérité. Et donc, à un moment donné, on se rend compte en fait que toutes les infrastructures, la santé publique et tout ça, ça dépend des régions, mais surtout des municipalités, et que donc les municipalités devraient reprendre en fait les devants pour dire, voilà, en fait, c'est au niveau local que la communauté peut se gérer au mieux.
Et c'est pour ça qu'il y a plein d'initiatives d'audit aussi qui sont nées en Belgique, comme en Espagne, comme en Italie. Bon, après, il y a des hauts débats, on le sait très bien. Moi, je pense que après, il y a la question, comme dit Gilles, de comment est-ce qu'on gère les questions plus globales et comment est-ce qu'on gère en fait les gens de droite en fait, qui sont dans les municipalités. Mais je pense que l'échelle doit quand même diminuer pour toute une série de besoins, quoi. Et donc, l'échelle locale est quand même une échelle hyper importante qu'on oublie de plus en plus, alors que les services partent de là, quoi, les services aux citoyens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Chiara et merci à Tida pour son commentaire encourageant aussi. Ben voilà, je crois qu'on arrive petit à petit au bout de la patience des participantes. Ça tombe bien, c'est presque l'heure. Avec le lien du pad de l'évaluation, là. Oui. J'avais pas clôturé tout de suite. Hein. J'allais vous proposer aussi de, si personne ne veut, on s'est donné jusque 21h, donc si personne ne veut réagir, peut-être si vous voulez clôturer sur quelque chose. Moi, je veux bien des infos avant que tu clôtures, si tu veux bien. Oui, et nous donner des infos ou… Ouais, bah, simplement dire donc pour la santé, il y a une grande manif pour le droit à la santé qui est prévue le 13 septembre. N'hésitez pas à aller voir sur le site de La Santé en lutte ou sur la page Facebook ou les réseaux sociaux en général pour plus d'infos. Et ce dont moi je vous ai parlé au niveau des soins de santé, ça va être détaillé dans une étude du CADTM qui sera publiée a priori la semaine prochaine, Inch'Allah, ça devrait le faire. Donc voilà, vous pourrez retrouver ces informations-là et évidemment toutes les études et analyses du CADTM sur le logement, la santé et tout le reste sur le site. Et aussi sur le site de l'audit citoyen de la dette, pardon, ACID, la plateforme ACID, auditcitoyen.be. Allez. Mais on ne fait pas de la pub comme ça dans nos événements présentiels, c'est bizarre. Hein. On est un peu… Ouais. Un petit peu, bon, moins de liens évidemment, mais on en parle. Ouais, non. Voilà, mais moi je peux continuer. Le lendemain du 13 septembre, c'est le 14 septembre et ce sera notre premier LCD de l'année, après la pause d'été. Donc n'hésitez pas non plus, encore une fois, à remplir le Framapat qu'on vous a envoyé et à nous le dire si vous avez un souhait thématique particulier et on essaiera d'y répondre. Et voilà, en attendant, on l'a vu, c'est possible de manifester de nouveau. Donc, il y aura des mobilisations cet été. Soyez présentes. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des derniers mots qui veulent encore être partagés. Merci Chiara pour la logistique et Camille pour la modération et toute l'organisation et à Lorraine pour toute la communication pour cet événement. Ouais. C'est super. C'était un plaisir de vous modérer. Il y a beaucoup plus difficile comme… C'est clair. Merci aux participants, participantes aussi, évidemment, d'avoir été là. Oui. Et je propose peut-être, on va publier sur notre site l'enregistrement de cette conférence et sur le Facebook aussi certainement. Et donc, on essaiera de partager aussi des articles, enfin, voilà, des articles en lien avec la thématique. Et voilà, enfin, il y a encore plein de questions, je pense, et on pourra y répondre une prochaine. Gros bisous. Bisous, ciao, merci tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, salut.